Bonjour à tous. Il y aura bientôt 150 ans paraissait un ouvrage capital intitulé « Un souvenir de Solferino ». Il était signé d'un certain Henri Dunant et devait être traduit en 11 langues. C'est à la suite de cette publication qu'allait être fondé en 1863 le Comité international de secours aux militaires blessés, comité qui lui-même deviendrait en 1876 celui de la Croix-Rouge. Vous nous proposez donc en ce lundi de Pâques de revenir sur les origines de l'action humanitaire. Oui, des origines paradoxales puisqu'il s'agit de l'épouvantable tuerie de Solferino, l'horreur qui accouche du sublime, et oui, parfois l'histoire c'est aussi cela. Ah, la comtesse de Castiglione, elle aura sans doute été l'une des plus jolies femmes de son temps, et son temps c'est bien entendu le Second Empire. On l'appelait la Divina Contessa. Elle avait 19 ans en 1856 et l'on dit que Paris n'avait Dieu que pour elle. Un soir, aux Tuileries, elle entre au grand bal que donnent l'empereur et l'impératrice au moment même où Napoléon III est en train de sortir. « Oh, vous arrivez bien tard, madame », lui dit-il. « Mais c'est vous, sire, qui partez bientôt. » Napoléon III ne tardera pas à tomber dans les rets de la belle italienne. Il faut vous dire que c'est au cours d'une partie de campagne à Villeneuve-l'Étang que leur liaison va s'afficher. En vérité, la Contessa n'est pas là tout à fait par hasard. Elle n'est même pas là du tout par hasard. Elle est parente du comte de Cavour. Cavour est le premier ministre du roi de Piémont et la belle dame est à Paris avec une mission de la plus haute importance. On est à cette époque où l'Italie ressemble encore à une mosaïque d'États divisés, des États dont la majorité se trouve sous la botte autrichienne. C'est l'Autriche qui domine notamment tout le nord, enfin toute une partie, toute la partie nord-est de l'Italie et puis une grande partie du reste de la péninsule. Le seul véritable opposant à l'Autriche en Italie, c'est Victor Emmanuel II, c'est le roi de Piémont, dont le Premier ministre est donc Cavour. Cavour est un homme réaliste. Il a pensé qu'il pourrait faire alliance avec la Lombardie et la Vénétie, donc lui dirige les Lombards, et il faudrait que les Vénitiens se rapprochent pour créer un royaume de Haute-Italie. Et parmi les sympathisants de ce projet, il y a l'empereur des Français, il y a Napoléon III. Il faut dire que Napoléon III connaît bien l'Italie, il s'y est longtemps réfugié, c'est un peu sa seconde patrie. En 1831, il était aux côtés des insurgés nationalistes, les Carbonari de Romagne, avec son frère, et son frère sera tué du reste dans ces combats nationalistes italiens. Ce qui n'empêche pas tout de même Napoléon III d'être inquiet des dérives extrémistes de certains nationalistes italiens et notamment des attentats qu'il projette contre lui. Le 14 janvier 1858, il est à l'opéra, il arrive, sa voiture, son cortège est en train d'arriver à l'opéra, c'est à l'époque l'opéra de la rue Pelletier, on n'est pas encore, l'opéra de Garnier n'est pas encore construit. Il arrive pour une représentation donc de Guillaume Tell, il est 20h et soudain explose une bombe, une machine infernale qui va faire 12 morts, 156 blessés, dont 21 femmes, 11 enfants. On voit des chevaux éventrés devant les voitures impériales et l'impératrice elle-même sort de sa voiture pleine du sang du général Roquet. Ça fait un bruit, à tous les sens du mot, épouvantable cette affaire. Or, le cerveau de l'attentat, c'est le comte Felice Orsini. Il a 39 ans. Imaginez un personnage au front large, le regard franc, la barbe noire. Un homme qui va assez vite manifester du repentir de l'acte qu'il a commis. Son défenseur est le célèbre Jules Favre, qui lui tient un peu la main pour l'aider à écrire une supplique à Napoléon III, une supplique dans laquelle on pourrait imaginer, une lettre dans laquelle on pourrait imaginer que Orsini demande sa grâce. Pas du tout. Il demande l'engagement de la France en faveur de l'Italie unifiée. Que votre majesté ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud, écrit-il, qu'elle délivre ma patrie et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. Ce sont des mots qui ne peuvent pas laisser insensible l'ancien ami des Carbonari. Finalement, Orsini est condamné à mort. L'impératrice intervient en sa faveur
en vain. Au moment de monter sur l'échafaud, il crie « Vive l'Italie, vive la France !» Et ça, on peut dire qu'en Napoléon III, le nationaliste et le Bonaparte, tout simplement, sont ébranlés. Napoléon III est convaincu qu'il est grand temps de réviser l'Europe telle qu'elle a été conçue par le traité de Vienne en 1815. Alors, il va envoyer à Turin son médecin personnel, le docteur Conneau, avec mission de rencontrer Cavour pour organiser une entrevue secrète entre lui et le Premier ministre de Piémont. Cette entrevue va avoir lieu à Plombières, où le couple impérial a l'habitude de venir prendre les eaux. Cavour arrive à Plombières sous le simple nom de Camille Benso, le 20 juillet 1858, dans la soirée. Son entrevue, la première avec Napoléon III, est excellente et ils sont tous les deux enthousiastes. On les voit faire une promenade ensemble dans un petit landau qu'on appelle un phaéton. Ils mettent au point tout un accord. Le soir, ils dînent ensemble et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on leur sert pour la première fois cette fameuse glace qui est pleine de petits fruits confits, vous savez, qu'on va appeler évidemment la glace plombière. Leur accord est très important. C'est une alliance militaire franco-sarde dirigée contre l'Autriche, avec bien sûr à la clé quelques compensations territoriales pour la France et puis un mariage princier entre Jérôme Bonaparte et Clotilde de Savoie. L'Angleterre, lorsqu'elle apprend cette alliance, est très réticente, c'est le moins qu'on puisse dire. La Prusse se déclare solidaire de l'Autriche. Il n'empêche, en février 1859, Napoléon III fait publier une brochure qui s'appelle Napoléon III et l'Italie, qui se montre très favorable à la cause de Cavour. Un Cavour néanmoins impatient et bientôt à bout de nerfs devant la valse hésitation de l'empereur des Français. À Vienne, l'empereur d'Autriche prend les devants. François-Joseph décide d'écraser les Sardes avant l'arrivée des Français. Il fait passer à ses troupes les cols enneigés des Alpes. Il envoie un ultimatum à la cour de Piémont le 23 avril, ultimatum refusé le 26. Le Tessin est franchi le 27 et là, on se retrouve face à 60 000 Sardes auxquels viennent prêter main forte les 5 000 hommes de Garibaldi, déjà lui. Face à eux, vous avez 160 000 Autrichiens sur le pied de guerre. Ça risque d'être évidemment la fin des ambitions de Cavour. On est dans cette volonté des Vénitiens d'échapper à la tutelle autrichienne. Le général Giulet, qui dirige les Autrichiens, est hanté, disons-le, par le souvenir de la campagne d'Italie de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Il hésite beaucoup trop. Ce sont des marches, des contre-marches. Finalement, Turin va sauver sa tête, si j'ose ainsi m'exprimer, dans cette affaire. Et pendant ce temps, les Français rappliquent. Quand Robert et Niel passent par le Mont-Cenis, et puis ils font monter leurs troupes dans des trains qui vont les conduire jusqu'à Turin. Bourbaki, lui, est passé par Montgenèvre. Quant à Napoléon III, avec MacMahon et Baraguet, ils vont débarquer par Gênes le 14 mai. On a été un peu trop vite du côté français. Il manque de tout, nos soldats. Il manque de tentes, de bidons, de cartouches. L'artillerie, le génie, les services de santé font défaut et on va voir les conséquences du reste du défaut du service de santé. Nous avons réuni une armée de 100 000 hommes, dira Napoléon III, sans réunir de quoi les faire vivre. En France, nous ne sommes jamais prêts pour faire la guerre. Néanmoins, grâce à cet afflux de soldats français, l'équilibre est rétabli. Désormais, on est à 160 000 dans les deux camps. La stratégie des Français va être une stratégie de débordement par le nord. Alors comment vous décrire l'accueil réservé par les Piémontais à l'empereur des Français? C'est un accueil plus qu'enthousiaste. Toutes les villes arborent des banderoles au père libérateur. On déverse devant ses pas des jonchets de roses. Tout le personnel chargé de le servir revêt la livrée rouge impériale française. Pendant ce temps, les soldats commencent à se confronter. C'est le premier anicroche, si je puis dire, à Montebello le 20 mai. Des combats à Palestro le 31. Ce sont des batailles indécises, tout ça. De même finalement que Turbigo le 3 juin, qui est loin d'effacer le souvenir du Turbigo de 1800. Le 4 juin, on est aux abords de Magenta. Et il va y avoir cette bataille de Magenta qui n'en finit pas. Et pendant longtemps, on pense que l'avantage est aux Autrichiens, au point même que à Vienne, l'empereur d'Autriche recevra un télégramme lui annonçant la victoire autrichienne. Et puis finalement, MacMahon va faire la différence et MacMahon, au soir de cette bataille, sera fait maréchal de France, duc de
magenta. Les Autrichiens à ce moment-là vont se replier en Vénétie. Ils y resteront 2 longues semaines. Le général Julet à ce moment-là est écarté et c'est l'empereur lui-même, c'est François-Joseph qui prend la tête de ses armées face aux armées franco-sardes dirigées par l'empereur Napoléon III. Les 2 empereurs à la tête de ces 2 immenses armées, vous imaginez le choc de la confrontation qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Le 24 juin, on se jauge sur les collines au sud du lac de Garde. Imaginez un front qui fait quand même entre 16 et 18 kilomètres. On va se battre là, au corps à corps pendant des heures, et une fois de plus, c'est MacMahon qui emportera la décision au centre. À la faveur d'un gros orage, les Autrichiens sont défaits, leurs généraux se font harakiri, c'est une boucherie, c'est un combat de bêtes féroces, peut-on lire, un combat de bêtes furieuses et ivres de sang, et au soir de la bataille, on relèvera, je ne peux même pas compter les blessés, 38 000 morts, 16 000 franco-sardes, 22 000 Autrichiens, un champ de bataille qui est un véritable champ d'épouvante. On raconte que certains médecins s'évanouissent devant ce qu'ils découvrent. Or, cet effroyable carnage, un jeune Genevois se trouve en être le témoin involontaire. Henri Dunant a 31 ans, c'est un petit dandy suisse de Genève, polyglotte, ouvert d'esprit, qui jusqu'ici faisait la charité par habitude et pour se donner bonne conscience. Et voilà que tout d'un coup, le hasard, mais le hasard existe-t-il, l'a plongé au milieu d'une des pire tuerie de son temps. Toute la nuit, je le cite, on entend des gémissements, des soupirs étouffés pleins d'angoisse et de souffrance et des voix déchirantes qui appellent au secours. Et le choc de Solferino, Franck Ferrand et ses invités. Mes invités, nous allons les découvrir dans un instant. Pierre Pellissier et Jacques-Olivier Boudon, 2 grands spécialistes de cette période et de l'histoire militaire. On va revenir avec eux non seulement sur Solferino, mais sur cette campagne d'Italie de 1859 et sur ses conséquences à long terme pour toute l'Europe, car vraiment ce seront des conséquences à très grande échelle. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur notre Henri Dunant, puisque c'est son nom. Il faut dire que, en 2 mots, sa vie active a vraiment commencé en 1853 au moment de son premier voyage en Algérie. Il était venu tenter la fortune dans cette grande colonie française d'Afrique du Nord qui à l'époque est stabilisée, où les bonnes affaires sont à portée de main. Or, Henri Dunant a constaté que dans la région de Sétif, les gens étaient obligés de fabriquer leur farine eux-mêmes. Eh bien la voilà, sa grande idée. Le jeune entrepreneur va fonder en 58 la Société anonyme des moulins de Montgémila. Il acquiert le site, il réunit le capital nécessaire, il construit un premier moulin très moderne. Il reste seulement à obtenir à partir de là des concessions agricoles pour faire pousser du blé. Henri multiplie les démarches auprès des administrations locales. En vain, il n'obtient pas un seul hectare cultivable. Bon, se dit-il, eh bien, puisque c'est ainsi, je prendrai le bateau, je prendrai le train s'il le faut, je gagnerai Paris. Paris qu'il connaît assez pour y dénicher les services compétents ou plutôt incompétents, car tous les administrateurs coloniaux jusqu'au sommet de la hiérarchie font la sourde oreille. Très bien, on lui ferme la porte des ministères. Henri se dit qu'il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Puisque c'est ainsi, il ira parler à Napoléon III lui-même, à l'empereur en personne. On verra bien qui aura raison dans cette affaire. Ben oui, mais seulement vous l'avez compris, en ce printemps 1859, l'empereur n'est pas à Paris. Il vient de partir pour l'Italie. Et bien qu'à cela ne tienne, Henri Dunant ira en Italie. Et voilà notre infatigable voyageur qui, dans sa voiture de louage, se rapproche dangereusement des champs de bataille de Lombardie. On est déjà fin juin 59 et les combats de Montebello, de Palestro, de Magenta ont déjà eu lieu. À l'avantage des Français, tant mieux, se dit-il, l'empereur sera de meilleure humeur. Sauf que l'empereur, il ne peut pas l'approcher, bien entendu. Napoléon III, à ce moment-là, vous l'avez compris, a vraiment autre chose à faire. Et quand le soleil du 25 juin se lève, ramenant la chaleur, le spectacle de ce champ de carnage de Solferino est véritablement effroyable. Henri a revêtu une sorte de camisole de toile blanche et comme il peut, sans aucune compétence médicale, je précise bien, il va prêter assistance aux 6 malheureux médecins militaires français qui ne savent où donner de la tête. Henri n'est d'ailleurs pas le seul volontaire. Il y a là un négociant de Neuchâtel, il y a là 2 ou 3 touristes. Enfin, tout le monde chacun fait ce qu'il peut dans cette affaire. Henri Dunant ira jusqu'à envoyer son cocher à Brescia chercher des éponges, des bandes de toile, de l'eau de mauve, du tabac.
Il y a quelque chose de dérisoire face à l'énormité des besoins. Et là, il se sent révolté, impuissant, Henri Dunant. C'est une révolte intime, vous savez, comme il n'en avait jamais ressenti. Il décide d'aller trouver Napoléon III, oui, d'aller lui parler, mais pas des moulins de Djémila. Il les a complètement oubliés, ces moulins. Il va demander à l'empereur des Français qu'on libère des médecins militaires autrichiens prisonniers pour qu'ils puissent prêter main forte à leurs collègues français. Et il obtient satisfaction, c'est toujours ça. Mais c'est peu de choses, et dès lors, et pendant des semaines, pendant des mois, Henri Dunant va vivre avec l'image des horreurs incroyables qu'il a vues en Italie. Il est rentré à Paris, il a repris les démarches liées à ses affaires algériennes, seulement le cœur n'y est pas, il a la tête ailleurs. Un beau jour, il n'y tient plus, il rentre chez lui à Genève, il se met à sa table et il écrit, se déchargeant sur le papier de toutes ces affreuses images qui depuis des mois maintenant le réveillent au milieu de la nuit, il va écrire son fameux Souvenir de Solferino, publié à l'automne 1862. C'est aussitôt, si vous me passez l'expression, un best-seller. Ce best-seller aura des répercussions phénoménales. Nous allons y revenir dans un instant. Mais auparavant, j'aimerais que nous revenions à Solferino, que nous revenions à cette extraordinaire campagne d'Italie de 1859. Bonjour Pierre Pélissier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avions fait ensemble une émission sur Fashoda dont je conserve un excellent souvenir. Moi aussi, pour tout vous dire. Bonjour Jacques-Olivier Boudon. Bonjour. Cette affaire de la campagne d'Italie est assez incroyable quand même. C'est l'idée nationaliste, c'est l'idée de nationalité qui anime Napoléon III qui va le lancer, si je puis dire, dans cette affaire inespérée pour le Piémont-Sardaigne. La campagne d'Italie de 1859 n'est en effet pas une guerre de conquête. Napoléon III avait déclaré, avant d'arriver au trône impérial, l'Empire c'est la paix. Il ne remet pas en cause cette idée en 1859, mais au contraire, il cherche à faire vivre un rêve qui avait été aussi celui de Bonaparte, de son oncle Bonaparte, même si ce dernier n'était pas allé jusqu'à son terme. Ce rêve, c'est de constituer une Italie unifiée, et c'est dans cette perspective qu'il va s'entendre avec Cavour pour ce projet qui peut paraître un peu fou, de créer une fédération d'Italie avec 4 grands ensembles, dont le Piémont-Sardaigne, mais aussi un royaume qui pourrait d'ailleurs être confié à son cousin, le fameux prince Napoléon, dit Plomplon, au centre de l'Italie. Et puis il y aurait également le royaume de Naples. Une fédération, on verra que ça ne se produira pas parce que les choses vont se passer autrement, mais c'est aussi dans ce cadre-là l'idée de l'unité italienne qu'il s'engage. Évidemment, il a en tête le souvenir des campagnes d'Italie de Bonaparte. De son oncle, évidemment. Est-ce que au moment où Napoléon III jette l'Europe dans la guerre, si je puis dire, et va finalement défier l'empereur d'Autriche en Italie, est-ce qu'il a conscience de l'ampleur des combats qui vont avoir lieu et de leur extraordinaire dureté, pour ne pas dire même de sauvagerie? Alors, il est vrai que si l'on regarde l'Europe occidentale, il n'y a pas eu de grande bataille telle que celle de Solferino depuis Waterloo. C'est Waterloo la dernière grande bataille, parce que l'expédition de Crimée s'est passée 13 ans en dehors de l'Europe. Ça fait donc 45 ans. Hein. Ça fait 45 ans. Il y a eu des combats, naturellement, y compris en Italie, entre Autrichiens et Piémontais en 1848-49, mais il n'avait pas cette ampleur. Et incontestablement, en engageant des forces aussi importantes, il peut se douter, d'autant plus que l'armement s'est beaucoup amélioré, que ce soit les canons ou les fusils, il peut se douter que les pertes seront très élevées. Ce qui a été terrible dans cette affaire Pierre Pélissier, c'est qu'on avait les soldats, à peu près, ils avaient eux de quoi se battre, mais rien derrière. L'intendance déplorable, tout le train des armées n'en parlons pas, et même pas d'ambulance et de médecins en quantité suffisante, et sans équipement. C'est une impréparation totale, on est un peu coutumier du fait, mais là on a été quand même très très loin. En plus, on arrive dans une guerre dite moderne pour la première fois, on commence à transférer les troupes par chemin de fer, c'est vraiment la première expérience. Les Autrichiens aussi transfèrent leurs troupes par chemin de fer, donc on a des tas de choses qui se posent. On sait transporter des hommes, on a les moyens, mais on peut pas tout faire suivre. Le ravitaillement va manquer, les munitions vont manquer, les chevaux n'ont rien pour se nourrir. C'est une impréparation complète, et puis on se lance dans une guerre dont on ne mesure pas tout à fait les conséquences, et avec un acharnement des deux côtés, à mon avis, en plus, sans stratégie bien définie. On a vu donc dans cette affaire Napoléon III va en guerre pour la bonne cause. Est-ce qu'en face de lui, l'empereur François-Joseph aurait pu éviter le massacre, puisqu'après tout, il était parvenu maintenant à la direction même de son état-major? Est-ce qu'il aurait pu
éviter Solferino et admettre une autre solution. Non, à mon avis, ce n'était pas possible dans son esprit. Son esprit était de résister et de tenir. D'ailleurs, à la fin des combats, lorsqu'on parlera de l'armistice de Villafranca, il refusera des choses évidentes. Il refusera de lâcher la Vénétie, par exemple. Il lâchera par la suite, mais il tient. Il n'a pas perdu, donc il tient. Et ça, tout ce qui est succès militaire ou non-défaite militaire le pousse à résister et à garder ce qu'il a acquis avant. Alors, les conséquences de Solferino et d'une façon générale de cette campagne de 1859 sont considérables. Ce sont des conséquences géostratégiques pour l'Europe, nous y venons dans un instant. Ce sont aussi des conséquences humanitaires pour le monde, à travers la création de la Croix-Rouge. C'est bien là que je veux en venir et nous aurons tout à l'heure au téléphone un invité qui connaît particulièrement bien le destin d'Henri Dunant. Nous sommes finalement dans une période relativement méconnue des Français. Cette campagne d'Italie est un peu oubliée aujourd'hui alors qu'elle est à l'origine même de tout ce qui fait notre Europe moderne. Et nous sommes au cœur de la création de la Croix-Rouge avec Franck Ferrand et son invité Jacques-Olivier Boudon. Et mon deuxième invité, Pierre Pélissier, qui vient de faire paraître Solferino 24 juin 1859 chez Perrin. C'est sorti là il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Cette bataille de Solferino, alors évidemment il y a beaucoup de rues, d'avenues, de squares, etc. et de boulevards en France qui portent le nom de Solferino. La plupart du temps les gens ne savent pas trop à quoi ça correspond. Exactement. Cette bataille de Solferino, si on devait, d'un point de vue stratégique, et je vous fais confiance Pierre Pélissier pour être le plus succinct et synthétique possible, si on devait la résumer à ces grands mouvements, comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? On a face à face deux armées ennemies, puisque les Piémontais sont sur le côté des Français, qui se retrouvent prêtes à combattre sans même savoir où elles sont. Ça va être la rencontre de ces armées un peu par hasard, ça va être une boucherie d'une douzaine d'heures sur un front qui s'étale sur à peu près 15 kilomètres, personne ne contrôlant vraiment les choses, puisqu'à la fin, nous aurons deux généraux français qui seront prêts à se battre en duel, l'un estimant que l'autre ne l'a pas assez aidé, Niel se plaignant des retards de Canrobert. Donc, ne parlons pas de stratégie, parlons à peine de tactique. Il y a vraiment des ruées insensées avec des unités qui se manifestent plus que d'autres, la garde impériale et des troupes venues d'Afrique du Nord. Comment expliquer l'ampleur des pertes et des blessés ? Je pense qu'il faut chercher ailleurs cette origine de gros massacres. Je pense que Henri Dunant est peut-être, entre guillemets, un peu coupable. Henri Dunant, pour lancer son idée de Croix-Rouge, a beaucoup insisté sur les dégâts de cette bataille. Il ne faut pas oublier quand même que nous avons à peu près 40 000 victimes entre les morts, les blessés et les disparus. Austerlitz, il y en a eu 39 000. Et Waterloo, 33 000. Donc c'est à peu près des massacres semblables. Solferino, 12% et demi de victimes. Marengo, 20% en 1800. Oui, et Eylau, en 1807, 21%. Ah, oui. Donc ce n'est pas une tragédie plus dramatique que les autres. Simplement, un homme va la Il y a un faire connaître. témoin cette fois, et un témoin extérieur, et qui découvre, lui qui n'est pas habitué à ces combats et à cette dureté des champs de bataille, il découvre l'ampleur du désastre et ça va le faire réagir. C'est toute l'histoire extraordinaire d'Henri Dunant sur laquelle nous venons dans un instant. J'aimerais juste qu'on voit quelles sont les conséquences immédiates de cette campagne de 1859. Est-ce qu'on peut dire, Jacques-Olivier Boudon, que finalement Napoléon III n'a pas tiré tout le parti qu'il aurait pu tirer de sa victoire à Solferino ? En fait, cette victoire est une victoire incomplète dans une certaine mesure, puisque le projet qu'il avait en vue, le projet d'une fédération italienne, n'adviendra pas. C'est une autre solution politique qui va se développer, puisque dans le même temps, les États du centre de l'Italie, et en particulier les États pontificaux, se soulèvent, leur population demande à intégrer le giron piémontais, et par peur de la contagion révolutionnaire, Napoléon III, d'une certaine manière, ne va pas poursuivre la guerre contre l'Autriche. Il ne va pas faire envahir la Vénétie, ce qui aurait permis de conquérir ce territoire. Et donc cette solution politique, ce sera une solution unitaire autour du Piémont. Et d'une certaine manière, la France n'y participe pas et les Piémontais sont furieux d'être abandonnés en quelque sorte en juillet 1859. Ils sont furieux des préliminaires de paix de Villafranca qui sont signés entre Napoléon III et François-Joseph sans
que le roi de Piémont-Sardaigne ait été informé de ces négociations. Donc il y a des tensions qui vont naître, et Napoléon III, qui s'était présenté comme celui qui allait unifier l'Italie, l'a fait, mais finalement pas complètement aux yeux des Piémontais, et c'est ce qui va expliquer les clivages, les tensions entre les deux pays. Napoléon III aussi, il faut le rappeler, a une ambition, c'est de sauver le pape, parce que il a besoin du soutien des catholiques en France. Toute la question, les catholiques se sont beaucoup mobilisés dès l'été 1859 pour protester contre la politique italienne de Napoléon III, et c'est aussi un des enjeux de cette question. C'est-à-dire que cette unité italienne, même si Napoléon III y est farouchement favorable, elle suppose évidemment d'écorner singulièrement les États du pape, et là c'est le rapport avec l'Église catholique qui se pose. Nous y reviendrons si vous voulez tout à l'heure, si on a le temps. J'aimerais qu'on consacre quand même le plus de temps possible à ce parcours extraordinaire qui est celui d'Henri Dunant. Nous avons bien compris qu'Henri Dunant était là, c'est un voyageur de commerce, si je puis dire. Il est là pour chercher un certain nombre de soutiens à son entreprise en Algérie, à ses fameux moulins. C'est un civil qui se trouve au cœur du conflit, qui découvre le champ de bataille, qui est horrifié de ce qu'il découvre. Il a prêté main forte comme il a pu aux médecins, aux ambulances qui étaient là sur place, mais ça ne suffit pas, bien entendu. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme va réussir dans cette nouvelle entreprise dans cette nouvelle ambition qu'il se donne. Il va réussir à créer des institutions qui peu à peu permettront, dans la mesure du possible, de limiter les dégâts sur les champs de bataille. Nous avons en ligne Roger Durand, qui depuis 35 ans est président de la Société genevoise Henri Dunant. Bonjour Roger Durand. Bonjour et merci de me donner la possibilité de m'exprimer aussi sur cette bataille terrible et ses heureuses conséquences. Il n'était pas du tout préparé, Henri Dunant, quand il a découvert le choc de Solferino. Ça a été d'une violence pour lui inconcevable. Alors disons que Henri Dunant a 31 ans, c'est un homme d'affaires, vous l'avez souligné, il a un important projet de colonisation au nord-est de l'Algérie, et il a une grande expérience déjà des relations internationales par les unions chrétiennes de jeunes gens, mais quand je dis grande, c'est pour un modeste citoyen suisse de la petite ville de Genève, il faut bien se le rappeler, et il n'est pas du tout préparé à un choc pareil. D'ailleurs, je pense que peu de personnes pouvaient être préparées au spectacle de Castiglione. Parce que, donc, vous avez très bien rappelé la bataille elle-même, qui va générer 40 000 morts et blessés. Henri Dunant, lui, arrive à Castiglione, à 7 kilomètres à l'ouest du champ de bataille, et il arrive probablement le soir de la bataille, et c'est là que l'armée française fait converger le plus de blessés possible. Ils ont improvisé. Donc en plus, il est à l'endroit le plus spectaculaire, si je puis dire, le plus terrible. Malheureusement, oui, c'est juste. Et on estime que pendant 3 à 4 jours, il va y avoir entre 2 et 3 000 blessés qui arrivent chaque jour dans une petite localité qui avait 2 000 habitants avant la bataille, mais qui en a peut-être 500, 700 à ce moment-là. Tous les hommes avaient été réquisitionnés par l'armée autrichienne. Et vous parlez d'un coup de main aux chirurgiens et aux ambulanciers français. Je crois qu'on peut dire que ceux-ci ont une présence malheureusement quasiment symbolique. Oui, c'est ça. C'était 3 fois rien, malheureusement. C'était 3 fois rien pour 2 raisons. La première, c'est une bataille de rencontre. Donc l'intendance est à l'arrière et a fortiori tout le matériel sanitaire, etc., qui n'est protégé par aucune convention internationale. Et en plus de ça, le corps des chirurgiens de guerre français est sous l'emprise de l'intendance qui, je crois pouvoir l'affirmer, les sous-estime complètement. Bien sûr. Ce qu'il faut bien préciser, je pense, pour que ce soit vraiment clair, Roger Durand, c'est qu'Henri Dunant n'est en rien ni médecin, ni pharmacien, ni chirurgien. Il n'a pas de rapport avec la santé. Lui, il est un homme d'affaires, un homme extrêmement efficace et actif. Il est aussi, et ça en revanche, ça jouera un rôle essentiel,
lequel il est un chrétien très engagé. Il appartient à ce renouveau des églises protestantes qu'on appelle le réveil, n'est-ce pas? Alors il est très engagé, et là il a un sens de la mission, hein. Il faut le dire, et c'est pas qu'une mission, on pourrait dire, d'évangélisation, une mission missionnaire. C'est aussi le sens du service vis-à-vis du prochain. La parabole du bon samaritain est certainement présente à son esprit. Mais vous avez raison, il n'a aucune formation, et je dirais même probablement qu'une très petite pratique de ce qu'on aurait pu appeler la charité publique ou la philanthropie. Exactement. Alors, le 1er, le 2 et le 3 novembre prochain, on va célébrer le souvenir, à l'occasion des 150 ans de la sortie de l'ouvrage Un souvenir de Solferino. On va célébrer Henri Dunant. Quel aura été le rôle concret de cet ouvrage fondateur? Alors, le souvenir de Solferino est rédigé 2 ans et demi après les événements. Donc, Dunant a vécu, on peut le dire, un traumatisme dans l'enfer de sang, de plaies, d'horreur et de mort qu'il a traversé pendant 3 ou 4 jours, hein, pas plus longtemps. Et il va raconter ce qu'il a vécu, et à un moment, il doit essayer d'exorciser ces images épouvantables qui le hantent. Alors il écrit le souvenir de Solferino. C'est 115 pages. On peut dire que le premier tiers, ce sont les exploits militaires. C'est un texte tout à fait classique du réalisme des récits militaires du 19e. Le second tiers est complètement nouveau. C'est la description de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, lui, le touriste, le voyageur de commerce, l'homme de foi, et il raconte qu'il... Et la troisième partie est la plus importante, finalement. C'est la plus importante, c'est la plus courte, c'est une 20aine de pages même, où tout d'abord, il propose qu'on crée des sociétés de secours permanentes. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Régulièrement, lorsqu'il y avait un désastre, qu'il soit militaire ou une catastrophe naturelle, etc., des comités de secours se créaient un peu partout dans toutes les villes. Et lorsque les soins avaient été apportés, ces comités cessaient d'exister. Alors, la permanence de sociétés de secours est un élément complètement nouveau, et on peut penser que c'est une des inventions d'Henri Dunant. Et c'est ce qui va donner naissance à la Croix-Rouge en tant que telle. Oui, mais il faut quand même ajouter qu'il y a d'autres éléments dans cet appel des 20 dernières pages qui sont tout à fait nouveaux et intéressants. Par exemple, il préconise que les secoureurs soient compétents, ils soient formés. Et ça paraît pour nous une évidence aujourd'hui, mais il faut se rappeler que dans le monde médical du milieu du 19e siècle, le corps des médecins et des chirurgiens ne pouvait pas s'appuyer sur on pourrait dire un corps intermédiaire qui sont les infirmiers, les infirmières. Mais ça n'existait pas, tout simplement. Roger Durand, le temps passe, malheureusement. Je vous remercie, bien sûr. Je sens bien que vous auriez énormément à nous dire. Nous aurons peut-être l'occasion de reparler de la Croix-Rouge en tant que telle et de tout ce qu'elle a pu faire à travers les décennies par la suite. Je rappelle que vous êtes depuis 35 ans le président de la Société genevoise Henri Dunant. Merci de nous avoir pris au téléphone. Et Franck nous parle cet après-midi de Solferino et d'Henri Dunant. Eh bien, figurez-vous, Caroline, qu'Henri Dunant, malgré tout ce que nous venons de dire, avait fini, sur la fin de ses jours, par tomber complètement dans l'oubli. Et c'est un journaliste suisse, un certain Georg Baumberger, des Zürcher Nachrichten, qui l'a, des nouvelles de Zurich, si vous préférez, qui l'a redécouvert et remis en pleine lumière. Imaginez la chose, nous sommes en 1895. Ce Baumberger apprend par hasard que le fondateur de la Croix-Rouge, dont on avait perdu la trace étant encore en vie, qu'il s'est retiré à l'hospice de Heiden, dans le canton d'Appenzell. Aussitôt, le jeune journaliste fait le voyage. Il retrouve sans trop de mal Henri Dunant. Il obtient un long entretien avec lui, le publie, et là, il décroche la timbale, si j'ose dire. L'article est repris par tous les grands journaux européens qui, pour beaucoup, mettent carrément cet article à la une. Il faut dire que la Croix-Rouge est alors devenue la plus puissante association du monde. Vous imaginez, 37 pays possèdent à cette époque des antennes nationales détentrices d'hôpitaux, d'écoles, de trains sanitaires. La Croix-Rouge s'enorgueillit d'être devenue incontournable dans quelques 38 conflits armés. Elle a sauvé
sauvé la vie de centaines de milliers de blessés de guerre. Et mieux que cela, en 1895, 42 États sont déjà signataires de la fameuse Convention de Genève, qui est directement inspirée par Henri Dunant. Cet Henri Dunant que tout le monde croyait mort depuis longtemps. Vous parlez d'un scoop. La carrière de Baumberger est faite. Surtout, son grand homme va connaître une seconde naissance. Désormais, c'en est fini pour Dunant. De sa retraite anonyme et miséreuse, tout le monde veut le voir, le toucher, s'entretenir avec lui. Il va rencontrer tout le monde. La reine Wilhelmine des Pays-Bas, l'impératrice Alexandra de Russie qui lui font une pension. La Suisse lui décerne le Grand Prix Binet jusqu'à ce que le 10 octobre 1901, il inaugure, en partage avec le grand pacifiste Frédéric Passy, le très illustre prix Nobel de la paix. Ouf, on a redécouvert Henri Dunant sur le tard, certes, mais à temps. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors vous savez qu'il y a un danger en histoire, c'est la téléologie. On a toujours tendance à vouloir voir les choses du passé avec le regard d'aujourd'hui, et notamment à vouloir trouver les seuils, les moments où une époque bascule. Et alors, est-ce que le monde est entré dans le XXe siècle avec Titanic ou avec la Première Guerre mondiale? C'est toujours difficile à dire. En l'occurrence, est-ce qu'on peut dire que d'une manière ou d'une autre, Pierre Pélissier, cette campagne de 1859 avec toutes les répercussions dont nous n'avons évidemment fait aujourd'hui qu'effleurer certaines, cette campagne a été la première guerre moderne? Oui, je pense qu'on peut sans hésiter répondre oui, parce qu'il y a des apports nouveaux dans la stratégie qui comptent peu à Solferino, mais qui sont déjà là. Nous parlions du transport des troupes, c'est un élément extraordinaire. Ça va changer toutes les tactiques et les stratégies pour des décennies. Il y a l'apparition d'armes nouvelles, les canons rayés pour l'artillerie vont donner une précision diabolique aux obus, la précision, la distance de tir vont totalement changer, et puis arrive le télégraphe. On commence à donner des ordres par télégraphe, par télégramme. C'est aussi à la fois un progrès et une première plaisanterie à Solferino, parce que des générations de jeunes officiers prendront l'habitude au combat, quand les choses ne les arrangent pas, de mettre leur radio en panne. C'est une vieille tradition dans l'armée française. Les lieutenants et les commandants adorent faire ça. Et là, il y a un général qui part à l'offensive en oubliant tout à fait les ordres qui lui ont été donnés par télégramme. Donc, si vous voulez, on a quand même des aperçus qui vont beaucoup plus loin que l'année 1859. Et puis, il y a les troupes. Il y a l'usage des troupes. L'armée de métier est une chose difficile à définir. Là, ce sont des unités vraiment de métier qui ont supporté le plus gros choc. C'est la garde impériale. Et puis, ce sont la Légion étrangère. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un certain nombre des défauts qui seront si patents en 1870 sont déjà relativement visibles en 1859 notamment dans le commandement. Notamment dans le commandement, mais dans beaucoup d'autres choses, en fait, oui. L'impréparation sera colossale. 70 est perdu parce qu'il manquait beaucoup de boutons aux guêtres des soldats. Contrairement à ce qu'on avait affirmé à l'empereur. Et puis, là aussi, la tactique, la manière de travailler des généraux va changer. Deux officiers, deux généraux qui veulent se mettre en duel pose un vrai problème. Il va falloir organiser tout ça et refaire des états-majors beaucoup plus conséquents. Oui, nous sommes vraiment à un virage de la guerre moderne. Jacques-Olivier Boudon, cette campagne, cette guerre et tout ce que nous venons de voir aura donné naissance certes à la Croix-Rouge, je crois que maintenant nos auditeurs l'ont bien compris, mais aura aussi indirectement donné naissance à l'indépendance, à la souveraineté d'une Italie unifiée. 1859, c'est en effet le point de départ de l'unité italienne, la formation du royaume d'Italie, officiellement en 1861, puisque d'autres régions comme le royaume de Naples vont se joindre. Ah oui, il va falloir tout conquérir. Voilà, il va falloir finir par achever cette unité, mais il y a d'autres conséquences. Il y a aussi des conséquences en France, puisque c'est à ce moment-là que la France récupère Nice et la Savoie, après référendum. Et puis, il y a des conséquences sur l'ensemble de l'Europe, puisque d'une certaine manière, l'Autriche, qui avait été l'une des grandes triomphatrices de 1815, est considérablement affaibli par la défaite de 1859 et il y a à ses côtés une Prusse qui se dit que c'est peut-être le moment de reprendre la main. La Prusse, les Prussiens qui c'est le début de la fin pour l'Empire d'Autriche. C'est le début en tout cas d'une mutation très forte pour l'Autriche qui va voir une Prusse se renforcer en Allemagne et l'unité de l'Allemagne se fera non pas derrière l'Autriche mais derrière la Prusse et aux dépens de l'Autriche puisque quelques années plus tard en 1866 les Autrichiens sont à nouveau défaits à Sadova et la conséquence pour l'Italie c'est que l'Italie récupère la Vénétie à ce moment-là et donc parachève presque son unité puisque en 1870 la guerre franco-prussienne que nous évoquions va permettre aux Italiens de s'emparer de Rome et de faire de Rome leur capitale.
on peut dire qu'à ce moment-là, l'unité italienne est faite. J'imagine que nos auditeurs savoyards et niçois sont en train de se dire, et la France a récupéré évidemment des territoires dans cette affaire. Oui, la France a récupéré Nice et la Savoie. On a commémoré d'ailleurs le 150e anniversaire il y a 2 ans de cette cession, et c'est évidemment un moment important puisque c'était 2 territoires qui avaient été conservés par la France en 1814 mais perdus en 1815, et pour Napoléon III c'est une manière de dire qu'il est revenu sur ces infâmes traités, comme on dit à l'époque, de 1815. Jacques-Olivier Boudon, vous êtes l'auteur, je cherche le titre, Napoléon et la campagne de Russie, ça va sortir bientôt au mois de mai. Le 2 mai, oui. Pour le bicentenaire, ce serait bien que vous veniez nous en parler. Avec plaisir. Nous prenons déjà rendez-vous, si vous voulez, pour parler de cette extraordinaire campagne de Russie dont on célèbre en ce moment le bicentenaire. Et puis, je laisse à Pierre Pélissier le soin de nous rappeler le titre assez simple, somme toute, de l'ouvrage qu'il était venu nous présenter aujourd'hui. Très simple, Solferino, 24 juin 1859. Voilà, c'est une date à ne pas oublier, et c'est une date, vous l'avez bien compris, qui a eu des conséquences essentielles. Donc ce Solferino de Pierre Pélissier est paru chez Perrin. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été des nôtres. Merci aussi à Monsieur Durand d'avoir été avec nous depuis Genève.